Eh bien, bonjour à tous pour ce débat sur la place de la France dans le monde. Deuxième journée de ces rencontres de la souveraineté qui se passe, je crois, fort bien. Je suis étonné de voir autant de monde compte tenu de la soirée d'hier soir et qu'il y a eu un petit peu de souffrance, je crois, ce matin au réveil. Mais tout le monde est là. Félicitations. Alors, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, je l'ai dit, c'est celui de la place de la France dans le monde. Et avant de nous pencher sur le cas de notre pauvre patrie, nous ferons avec nos illustres invités un état des lieux de la situation mondiale. On donnera un aperçu de l'état également des relations internationales et peut-être qu'on aura un peu le temps, avant de faire des propositions pour le redressement de la place de la France dans le monde, d'analyser quelques situations géopolitiques du moment. Il y en a beaucoup, le monde est en bouleversement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais présenter, je le disais, nos illustres invités. Et d'abord, Caroline Galacteros. Attendez que je lise le pédigré, parce qu'il est pas mal. Donc, géopolitologue, ancienne directrice de séminaire de l'école de guerre, présidente de Géopragma, un think tank géopolitique réaliste. Je crois que c'est important. Et ce qui nous réunit ici, nous avons une approche non pas idéaliste, mais réaliste des relations internationales. Vous avez travaillé longtemps au niveau du Premier ministre, en particulier lors des guerres des Balkans, et que vous avez suivi en gestion de crise en direct pendant des années. Donc vous êtes une spécialiste. Vous avez écrit votre dernier ouvrage, c'est Vers un nouveau Yalta, qui tombe à point nommé, et on peut le dire. 2019, mais voilà, qui était tout à fait précurseur des événements actuels. Vous avez également écrit avec Régis Debray, avec le général Deportes. Védrine a préfacé un autre de vos ouvrages. Bref, vous êtes une de nos expertes françaises en géopolitique. Nous avons à ma gauche Jean Dufourcq, lui est de la Royale, de la Marine nationale, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est la Royale. Amiral, il a commandé des sous-marins, enfin un sous-marin nucléaire d'attaque, ce qui n'est pas rien. Vous avez été rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Vous êtes stratège. Vous avez enseigné partout, à l'école de guerre, mais aussi à l'étranger, il me semble, dans tout le Maghreb, à Beyrouth, même à Moscou, MGIMO, qui est la grande école des relations internationales et quelque part l'ENA russe, si on peut dire. Vous avez écrit un ouvrage important, Engagez-vous dans la relance stratégique. Peut-être vous pourrez nous en parler. Nous avons également le prince Joachim Murat. Donc d'une illustre, ouais, toute la famille Murat est ici, j'ai l'impression, voilà, d'une illustre famille qui remonte donc au maréchal Murat, roi de Naples. Vous avez été un ancien militaire et vous avez travaillé pendant 25 ans dans la vente d'outils de défense à des pays étrangers, et en particulier, vous avez été longtemps en Inde, et donc vous avez une vision très spécifique de cette zone qui est également importante pour la France, c'est-à-dire l'océan Indien. Et enfin, monsieur Roland Lombardi, historien. Vous aussi, vous avez de la famille dans la salle. Et, oui, géopolitologue. Spécialiste du monde arabe et du conflit israélo-palestinien. Vous êtes directeur du Centre d'études du Moyen-Orient, rédacteur en chef du Dialogue, c'est un site géopolitique qui s'intéresse aux questions géopolitiques au Moyen-Orient. Votre dernier ouvrage, c'est Abdel Fattah al-Sisi, le Bonaparte d'Égypte, point d'interrogation. Vous avez écrit Poutine d'Arabie, j'imagine que c'est sur le transfert de la diplomatie française vers la diplomatie russe dans le monde arabe.
Et puis un livre important, Les 30 honteuses, la fin de l'influence française dans le monde arabe. Voilà, pour la présentation de nos invités. Et alors, je commencerai avec vous, Madame Galacteros. L'honneur, puisque nous ne sommes pas wokistes, hein, nous avons cette galanterie. Quel est depuis votre point d'observation, je poserai la première même question à chacun d'entre vous, depuis votre point d'observation, vous constatez, je crois, un retournement du monde. Qu'est-ce qui est, selon vous, l'aspect déterminant, l'élément saillant des évolutions récentes de la géopolitique mondiale? En toute simplicité, c'est un bon début. Grande tendance de la géopolitique mondiale. Question toute simple. L'élément saillant, c'est la manifestation et la, comment dirais-je, la claire, maintenant le caractère extrêmement clair et qui va être très difficile à renverser après cette bascule du monde dont moi je parle depuis des années, mais qui maintenant se manifeste de manière vive et rapide, c'est la manifestation d'un déclin non seulement européen et de nos puissances européennes, etc., et nous en reparlerons, mais d'un déclin de l'attractivité, du poids, de l'influence et même de la puissance de la partie occidentale, de l'Occident, de ce qu'on appelait l'Occident auparavant. Donc ça, c'est quand même le grand mouvement. Il y a un shift, il y a un déplacement de tous les facteurs de coagulation de puissance, d'énergie, de projets, de construction et aussi même de discours sur l'ordre mondial vers l'Est. Voilà. Alors ça se fait autour essentiellement de deux puissances qui, pour des raisons différentes, avec des histoires différentes et des moyens d'ailleurs différents, sont en train de montrer qu'il y a une alternative à l'ordre occidental du monde. Donc on a changé juste d'époque. Et la guerre d'Ukraine n'a été qu'une accélération de cette manifestation. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut qu'on tienne compte de ce qui se passe réellement. Il faut qu'on arrête de vivre dans nos fantasmes, dans nos illusions, dans nos rêves, dans nos besoins, dans nos idées, dans notre capacité incroyable à continuer à vouloir donner des leçons au reste de la planète. Ça ne marche plus. Quelque chose s'est produit. Il faut en tirer les conclusions. Et il faut chercher notre place là-dedans. Et pour moi, qui m'intéresse aux crises depuis longtemps, toute crise est à la fois, évidemment, un problème chinoise, un problème et une opportunité. Et je pense que ce moment de bascule, qui est dangereux, qui est périlleux, qui est parfois un peu désespérant quand on voit le peu de capacité qu'on a à y répondre intelligemment, est en même temps un véritable nid d'opportunités. Si on arrive à comprendre que cette énergie du monde s'est déplacée vers la partie eurasienne de la planète, finalement, nous en faisons partie de cette Eurasie. Nous en sommes l'isthme. Et c'est uniquement parce qu'on a un véritable autisme stratégique, c'est-à-dire on a une incapacité à regarder vers l'Est, incapacité entretenue, incapacité largement travaillée par nos amis d'outre-Atlantique depuis fort longtemps, et aussi à travers les illusions européennes et la défausse européenne, mais ça on en reparlera je pense, nous n'arrivons pas à voir avec nos deux yeux. Nous sommes borgnes, nous sommes borgnes, et parfois même schizophrènes. Voilà, donc il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, mais il faut être dynamique et il faut surtout ne pas continuer à s'enfermer dans une idéologie, dans du dogmatisme, dans du manichéisme, parce qu'on ne comprend rien et une fois qu'on a perdu contact avec la réalité, on n'a plus aucune prise sur elle. Voilà. Je parlerai de la France en tant que telle plus tard. Voilà. Alors, Amiral, est-ce qu'il y a un étiolement? Merci. Est-ce qu'il y a un étiolement de l'Occident, de l'Europe comme puissance, s'il n'a jamais été? Est-ce qu'il y a un transfert, effectivement, de la géopolitique mondiale vers l'Eurasie? Oui, merci. Bonjour à tout le monde.
Je confirme l'analyse que vient de faire Caroline, mais j'y ajoute mes points de vue personnels. Je pense que cette discontinuité a commencé à la fin de la guerre froide, il y a plus de 30 ans, et que cette discontinuité est marquée par plusieurs phénomènes. Je vais en citer au moins 4 très rapidement. Le premier, c'est la surchauffe de puissance américaine à partir de la fin de la guerre froide. Le second, c'est la surchauffe démographique dont on prend conscience seulement à ce moment-là de la Chine, avec sa population, et maintenant de l'Inde, dont on voit bien qu'ils sont des 2 grandes masses qui s'opposent finalement à un Occident qui s'est rabougri et rétréci. L'Occident, d'ailleurs, pour moi, n'existe plus. L'Occident, c'est un mot qu'il faut éviter d'employer car il n'est pas défini. La troisième réalité, c'est peut-être une surchauffe institutionnelle du monde européen qui a perdu une partie de sa dynamique et une partie de sa pertinence. Et le quatrième, c'est la mondialisation des marchés qui a introduit une nouvelle pratique des relations internationales et des rapports de force entre les pays. On pourrait ajouter le grand défi écologique qui est venu apporter un grand tremblement dans toute la planète avec cette prise de conscience plus nette des réalités du changement climatique. Et ça forme un faisceau de bouleversements qui détruit finalement l'ordre qui prévalait jusque-là et qui était, il faut bien le dire, pour la France extrêmement confortable. La France était dans une position autonome pendant la guerre froide, une position de singularité autonome qui lui convenait bien. Et à partir de la fin de la guerre froide, la France commence à être mal à l'aise dans cette société mondiale dans laquelle elle ne s'y retrouve plus complètement car ses atouts ne sont plus facilement observables. J'ajouterai également que nous avons eu un deuxième phénomène. Ça, c'est un phénomène de longue portée et qui va détruire, comme le disait Caroline, les équilibres qui existaient auparavant. Le deuxième phénomène, c'est le Covid. On ne peut pas ignorer à quel point le Covid a modifié complètement la pratique des relations entre les peuples et leurs gouvernants, et la pratique des États entre eux il y a peu de temps. Et que donc le monde du Covid est un monde qui a été un arrêt brutal sur image de la réalité internationale et l'introduction extrêmement rapide de la transition numérique dont nous n'avions pas vu qu'elle était un facteur décisif d'évolution de la planète. Et je crois que nous avons encore du temps à étudier cette réalité du Covid qui a changé profondément les relations globales sur la planète. Le troisième facteur, bien sûr, c'est l'irruption tout à fait inattendue de la guerre en Ukraine. On pourra en reparler, il y a de bonnes raisons à cela. Il y a eu un piège ukrainien qui a été tendu. Ce piège ukrainien a fonctionné et a détruit finalement l'ensemble des structures qui organisaient la place de la France dans le monde. Et donc ça, il faut que nous y réfléchissions beaucoup. Je dirais que la France a toujours eu une position singulière dans l'ordre des nations. La France fait partie des 15 grandes puissances de la planète. Elle est en phase de rétrogradation dans cette puissance, mais ce n'est pas parce que la France a diminué, c'est parce que le monde a grandi. Et donc il faudrait cesser peut-être d'être trop négatif sur notre pays. Il faut dire que tout peut encore changer. Mais c'est vrai que dans ce monde qui grandit, la France a beaucoup plus de mal à se positionner. Et ça, cette singularité, la vraie question qui nous est posée, je crois, par ce débat ce matin, c'est est-ce que nous allons pouvoir trouver un autre point d'équilibre pour pouvoir positionner notre singularité dans l'interdépendance globale qui régit la planète aujourd'hui. Voilà pour une première mise. Merci. Alors, Monsieur Lombardi, ce retournement du monde du point de vue de l'Orient compliqué, comme disait le général de Gaulle, comment vous le voyez? Alors bonjour à tous, tout d'abord. Si on fait un constat, le constat il est triste, il est tragique. Alors ça ne date pas du bouleversement géopolitique que Caroline évoquait très bien. Cela fait déjà quelques années que la France sort de cette zone. C'était une sortie progressive, lente, mais quand même sensible. Et bien sûr, ça s'est accéléré avec M. Macron et ses équipes, on le voit aujourd'hui. Pour résumer rapidement, la France au Moyen-Orient est hors jeu du conflit israélo-palestinien, hors jeu des nouvelles relations entre Israël et le monde arabe, hors jeu en Syrie, hors jeu en Libye, où nous avons quand même une certaine responsabilité dans le chaos qui règne aujourd'hui, hors jeu aussi au Liban, qui était pourtant le symbole de l'influence française au Levant,
Et nous sommes humiliés quotidiennement, on va dire, par le Maroc, l'Algérie, et je ne vous parle même pas de l'Afrique, peut-être on y reparlera. Alors, pourquoi ce constat? Quelles sont les raisons de cette sortie de l'histoire de la France dans cette zone? Raisons idéologiques que Caroline a évoquées, qui sont très prégnantes dans le milieu universitaire français depuis des années, dans les sujets de recherche qui traitent du Moyen-Orient et du monde arabe. On l'a vu avec les analyses complètement faussées de la majorité de mes collègues sur les printemps arabes. Raison aussi due au choix politique que la France avait choisi comme stratégie dans ces régions, c'est-à-dire une diplomatie basée sur la diplomatie économique, diplomatie des contrats, diplomatie aussi ça c'est un peu plus récent, diplomatie émotionnelle. Et tout ça, ça fait un mix, et on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Libye, qui sont catastrophiques. Alors, diplomatie émotionnelle, à géométrie variable, bien sûr. Et ça, bien sûr, c'est bien vu par nos voisins arabes. Géométrie variable, hypocrite, parfois, souvent même. Et un irréalisme politique flagrant. Et la diplomatie économique, qui, comme je le disais tout à l'heure, date de bien une soixantaine d'années, basée sur les contrats et les signatures de contrats et les ventes de matériel, d'armes, etc., ou d'autres produits. Ce qui nous a aussi, là encore, comme la diplomatie émotionnelle en Syrie, par exemple, ou en Libye, cette diplomatie de contrat nous a poussé à faire des erreurs de choix en Syrie parce que nous nous sommes alignés sur nos chers amis qataris, au Libye et en Syrie. Et voilà, donc vous avez le résultat flagrant de ce fiasco politique. Alors aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, Emmanuel Macron et les gens qui l'entourent sont complètement hors sol, déconnectés des réalités. Et voilà le résultat assez navrant que l'on peut faire de la situation, de l'influence française dans cette zone. Alors on a beau se gargariser, utiliser la méthode Coué, nous sommes une grande voix, mais lorsqu'on se déplace dans ces pays, on voit qu'on n'est plus du tout une voix. On ne fait plus du tout rêver. Je regardais dans le train hier le nouveau fonds alloué par le Quai d'Orsay de 2 millions pour la défense des droits LGBT. Tu n'as pas vu? Les droits, alors, fonds alloués aux ambassades françaises dans le monde aux droits LGBT, comme si c'était la priorité, notamment en Afrique ou dans le monde arabe. Et je vous rappelle un épisode, c'est Julien qui me l'avait rappelé. Au Cameroun, la France avait proposé la venue d'un ambassadeur des droits LGBT au Cameroun. Yaoundé avait opposé son veto. Voilà. Donc voilà, j'ai pas besoin de développer, vous comprenez, que nous ne faisons plus rêver et que voilà, les modèles sont ailleurs, comme le disait Caroline, ils sont plus à l'est. Et alors à tort ou à raison, ça c'est pas on pourra en débattre. Mais voilà le triste constat qu'on peut faire, et ça on pourra en reparler par les questions ou les débats avec mes collègues ici présents. Je peux confirmer ce moment malheureux que l'amiral Dufour a très bien connu au moment de la guerre en Syrie. À Damas, il y avait des francophones qui ont tenu à bout de bras le célèbre lycée Charles de Gaulle, qui est un des premiers, des plus grands lycées français dans le monde, dont le financement a été coupé par Laurent Fabius. On se demande pourquoi. Et donc, alors qu'ils étaient en guerre, eux-mêmes ne sachant pas très bien ce qu'il allait advenir, ni s'ils allaient subir les foudres ou pas d'Assad ou de Daesh, ont trouvé les moyens pour recruter un proviseur à la retraite, des enseignants, et tenir, qu'à un cas, mais quand même tenir le lycée Charles de Gaulle. Je peux vous dire que la France est passée, c'est bien ridiculisée à ce moment-là. Je vais passer maintenant la parole au Prince Murat. Et une question, alors peut-être, est-ce qu'il y a une note d'espoir de la place de la France dans le monde, dans cette partie qui est importante, qui est l'océan Indien, que vous connaissez bien, où nous vendons quand même du matériel de défense.
Et Inde qui est intéressante parce elle a une approche très gaullienne de la géopolitique, c'est-à-dire qu'elle applique cette maxime que les pays n'ont pas d'amis mais ont des intérêts et nous des accords avec les Américains, comme avec les Russes, ou les BRICS plus généralement. Merci Georges. Alors d'abord, je suis évidemment complètement aligné avec les analyses de Caroline Garrick-Théros, Roland Lombardi et de l'amiral Dufour. Et l'amiral Dufour a parfaitement raison. En fait, c'est pas parce que la France a rétréci, c'est parce que le monde a grandi. Enfin, quoique la France a quand même rétréci, puisque rappelez-vous, en 1939, le territoire terrestre français représentait 11% de la surface terrestre mondiale. 11%. En 1962, on ne représente plus que 0,5%. En revanche, ce qu'on représente toujours, c'est le plus grand territoire maritime mondial. Donc là, c'est absolument indiscutable. Et en particulier depuis les accords Star-Plaque qui ont été finalisés, je crois, il y a 2 ans sur les plaques océaniques à l'ONU. Là, en matière de fonds marins, la responsabilité française, le domaine français est gigantesque. Il est très très loin devant le domaine américain, il est très loin devant tous les autres domaines. Donc la France a une capacité de développement sur les fonds marins et sur le domaine maritime qui est quasiment sans limite. Et je vous rappelle que 90% des fonds marins n'ont toujours pas été explorés. C'est-à-dire qu'on envoie des fusées sur Mars, et c'est bien, ça fait rêver, et c'est important de porter la science, mais on ne sait toujours pas ce qu'il y a au fond des eaux. Et 90% de la biodiversité maritime n'a toujours pas été découverte. Donc vous avez là une puissance potentielle pour la France qui est quasiment inépuisable. Alors évidemment, ça nous amène vers l'Indo-Pacifique. Caroline a raison, il y a un shift qui se fait vers l'Est. La puissance maintenant se met du côté de l'Indo-Pacifique, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Ça pose d'ailleurs des grandes questions dans le cadre de la réorganisation, enfin dans le cadre des stratégies militaires françaises. Doit-on se penser comme étant un leader de la défense en Union européenne et en OTAN, avec en perspective la Russie comme étant un danger, ou au contraire se projeter en disant la Russie c'est fait, maintenant le risque pour la sécurité c'est plutôt la Chine, et donc se projeter plutôt vers l'Indo-Pacifique, ça veut dire passer d'une force aéroterrestre à une force aéronavale, donc développer énormément les capacités de marine. Quoi qu'il en soit, donc la position qu'on a dans la France est effectivement une puissance pacifique gigantesque, parce que 96% de la surface de zone économique exclusive française maritime est dans l'Indo-Pacifique. C'est essentiellement lié à la Nouvelle-Calédonie, c'est essentiellement lié à tous ces points-là. Alors dans les puissances indo-pacifiques, la rumeur vous est parvenue, l'Australie n'est peut-être pas la plus favorable à la France, puisqu'elle nous a quand même poignardé avec cette histoire de sous-marin. Mais rappelez-vous tout de même que l'Australie nous en voulait depuis longtemps à cause des essais nucléaires. Donc il y avait tout de même quelques petits mots. On aurait pu anticiper un problème. Bon, quoi qu'il en soit, dans les puissances indo-pacifiques, il y a l'Inde. Alors l'Inde, c'est vrai qu'on en parle très peu, et l'Inde, elle est très 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 gaulliste, c'est vrai, très gaullienne. Et l'Inde, elle est totalement non alignée. L'Inde, elle ne pense qu'à ses intérêts, elle a raison, elle pense à l'intérêt de sa population. Et l'Inde aujourd'hui est une nouvelle superpuissance, c'est la 5e puissance mondiale en termes économiques. Goldman Sachs estime même que ce sera la 2e puissance mondiale, la 2e puissance mondiale en 2075. Aujourd'hui, l'Inde, c'est 1,450 milliard d'habitants, et c'est un PIB de 3 750 milliards de dollars, c'est-à-dire 1 000 milliards de plus que la France. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ce PIB indien a été multiplié par 2 en 10 ans. En 10 ans, ils ont multiplié leur PIB par 2. Alors, on critique beaucoup M. Narendra Modi, l'abominable nationaliste, mais il s'avère que ça a été multiplié par 2 depuis que M. Narendra Modi est arrivé. Il a évidemment des millions de défauts, et je ne suis absolument pas là pour commenter la politique de M. Modi, je suis là pour voir les résultats. Les résultats sont éblouissants. C'est tout à fait surprenant. L'Inde, qui est un pays extrêmement jeune, puisque 40% des Indiens ont moins de 25 ans, pays extrêmement éduqué. Vous connaissez tous la fameuse phrase « les Indiens, les meilleurs ingénieurs du monde ». Alors là, pour le coup, c'est une phrase de marketing qui a été inventée par les Indiens. En fait, c'est la diaspora indienne qui produit les meilleurs ingénieurs du monde. Ce ne sont pas les ingénieurs indiens. C'est-à-dire qu'en Inde, moi qui ai travaillé 7 ans en Inde, les ingénieurs sont de qualité, mais ils ne sont pas meilleurs que les Français. En revanche, les ingénieurs indiens que vous allez retrouver en France, aux États-Unis, en Angleterre, sont les meilleurs des meilleurs des meilleurs des ingénieurs indiens. Donc là, ceux-là sont très très bons, et donc vous les retrouvez à la tête de Microsoft, Et c'est pour ça que d'ailleurs, ils bénéficient d'une diaspora qui est absolument exceptionnelle, les Indiens, puisque l'Inde truste à peu près tous les postes à très haute responsabilité de la Silicon Valley. C'est absolument formidable. C'est la 4e puissance militaire mondiale. Ils ont 1,5 million de soldats, ils ont 3 millions de réservistes. Et l'Inde, ça marche très bien avec la France. L'Inde, il faut savoir que
tout le système d'identité sécurisée biométrique indien qui a produit l'équivalent de la carte du numéro de sécurité sociale indien, c'est français, c'est Safran. Que le premier fournisseur, le premier acheteur d'industrie de défense française, c'est l'Inde. C'est notre premier client, les Indiens. Ça, on travaille très bien avec les Indiens, en particulier depuis que M. Modi est au pouvoir. Aujourd'hui, l'Inde est une puissance nucléaire, ne l'oubliez pas, hein, ils ont 156 ogives nucléaires. Et dans l'Indo-Pacifique, c'est une puissance qui va compter énormément. Et avoir des alliances, notamment navales ou maritimes avec l'Inde, ferait complètement sens, évidemment. Donc voilà, oui. Donc effectivement, moi je vois des possibilités de développement de puissance dans l'Indo-Pacifique avec des partenariats avec l'Inde. L'Inde ne signera pas d'alliance. L'Inde ne signe pas d'alliance. L'Inde n'a pas d'alliance. L'Inde fait partie du G20, fait partie des BRICS. Ce sont des partenariats, mais ils n'ont pas d'alliés. En revanche, ils s'entendent très bien avec la France. Ils s'entendent très bien avec Israël. Ils s'entendent évidemment parfaitement bien avec les Américains, mais tout en gardant une véritable indépendance. Donc je pense que l'Inde, c'est un partenaire naturel pour la France, compliqué, très très compliqué, mais avec des possibilités de co-développement au bénéfice des Français, au bénéfice des Indiens, quasiment sans limite, notamment dans les domaines maritimes. En novembre de l'année dernière, j'étais en Guinée-Conakry où j'ai rencontré le nouveau ministre de budget du président Doumbouya, le colonel Doumbouya qui avait fait le coup d'État contre Alpha Condé. Et on discutait. Il y avait beaucoup de Chinois quand même. Et au large, les bateaux chinois pillaient toutes les ressources maritimes, on peut le dire, au détriment des pêcheurs locaux. Et je lui ai demandé, mais est-ce que vous ne craignez quand même pas l'impérialisme russe et chinois ? Et il m'a répondu, mais je ne suis pas stupide. Nous ne sommes pas stupides, bien évidemment. Sauf que ils ne nous font pas la morale, comme vous nous faites la morale. Quand ils viennent, ils négocient un business. Ils veulent tant de pourcents, ils veulent l'accès à cette mine, ils veulent l'accès à cette ressource, et il y a un accord commercial. Ils ne nous disent pas comment on doit gouverner, comment on doit construire notre démocratie, et encore moins ce qu'on doit faire dans nos familles. Vous, alors j'étais vous, c'est-à-dire l'Occident, c'était incarné en moi, c'était très intéressant. Il me dit, vous venez nous expliquer comment on doit vivre dans nos lits, comment on doit diriger nos États et comment on doit construire la démocratie selon vos modèles. Par contre, dans votre tête, vous avez des idées commerciales que vous ne dites pas. Et il m'a dit, nous nous orientons vers le sud global des BRICS. Alors, avec cette introduction, Caroline, que dire des BRICS ? Parce qu'on entend dans les médias que tout ça, c'est léger, que ce n'est pas réel, que ce n'est pas une véritable puissance, qu'il y a des conflits entre l'Inde et la Chine, que donc ça ne peut pas être sérieux, que les antagonismes sont trop importants. Est-ce que les BRICS deviennent une force, une réalité géopolitique ? Et bien sûr, les autres, vous pouvez répondre. Je pose à chacun une question, mais vous pouvez rebondir. Je viens avec mes questions et vous venez avec vos réponses. Merci. Alors, je vais répondre sur les BRICS, mais ce que vous avez dit, ce que tu as dit auparavant est extrêmement important. C'est que l'un des moteurs de notre déclassement, de notre anéantissement en termes d'influence diplomatique, parce qu'on est quand même dans une situation extrêmement grave. En Europe, n'en parlons pas, mais en Afrique aussi, mais au Moyen-Orient, comme l'a rappelé en Lombardie. L'un de ces moteurs, c'est notre extraordinaire capacité à manier un espèce de moralisme et une espèce de volonté de faire la leçon, toujours comme si on en était à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, c'est-à-dire qu'on a quand même 70 ans de retard. On a 70 ans de retard sur l'évolution du monde. Et on continue à vouloir traiter les autres États sur ce thème un peu paternaliste, pas seulement en Afrique d'ailleurs. On leur donne des leçons effectivement sur leur manière de se comporter. On a complètement oublié l'idée gaulienne qui était effectivement pas d'État, pas d'amis, mais des intérêts. Mais surtout, on s'intéresse pas au régime, on s'intéresse au pays et aux relations que la France doit entretenir en bonne intelligence avec l'ensemble des acteurs internationaux de la planète. Et ça change tout. Or, malheureusement, certainement depuis la fin de la guerre froide, on a
Oui, depuis la fin de la guerre froide, on est passé dans un moralisme qui en fait cache le véritable cynisme. C'est pour ça que quand on fait le procès aux gens qui réfléchissent de manière réaliste d'être soi-disant des cynistes, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse, et c'est ce que les Russes et les Chinois ont fort bien compris. C'est-à-dire, ils redonnent à tout un tas d'États, et c'est là qu'ils présentent une alternative très, très attirante, très attractive, ils redonnent à tout un tas d'États le sentiment de cette fameuse souveraineté. Nous sommes ici aux rencontres de la souveraineté, le sentiment du respect, le sentiment de la considération, le sentiment d'une forme d'égalité perçue, même si elle est souvent formelle, puisque bien sûr les rapports de force jouent, tous les États ne sont pas comparables, etc. Mais ils le sont en principe. Voilà. Et ça, je pense que c'est une des sources du succès considérable. Alors du succès certainement de la Russie dans beaucoup de pays, parce qu'elle joue sur notre impuissance, notre bêtise, notre cynisme, notre moralisme, etc. Mais elle joue aussi sur cette espèce de discours très articulé sur le thème « on va avoir des relations d'égal à égal ». On va chercher des accords mutuellement favorables. Évidemment, on est gros, vous êtes petit. Vous avez des choses, vous avez des richesses, nous en avons d'autres. Mais on peut trouver et on va vous respecter. On va effectivement pas vous expliquer ce que vous devez faire de votre chambre à votre cabinet présidentiel. Donc ça, c'est le moteur, et c'est ce moteur que nous devons, enfin, d'abord nous devons le comprendre, et ensuite nous devons changer absolument notre manière de nous adresser aux autres acteurs internationaux. Alors, les BRICS, non, moi je pense que c'est pas du tout, c'est pas un gadget, voilà, exactement. C'est un mouvement très profond, mais les BRICS, alors là, on vient d'avoir le fameux sommet fin août des BRICS, dont beaucoup attendaient des choses incroyables, comme une nouvelle monnaie, etc. Ils ont fait les choses de manière extrêmement prudente, intelligente, parce que le véritable sujet des BRICS, c'est de les élargir tout en les consolidant et de pouvoir progressivement arriver à une intégration et à un ensemble, à une intégration multimodale, multi-sujet, très forte, qui ne puisse plus être contestée ni dans les mots ni dans les faits. Donc là, on voit bien que parmi la trentaine ou quarantaine de pays qui prétendaient s'agréger au groupe originel des 5, on en a retenu 6. Au plan financier, ça va doucement. La Banque des BRICS, elle va doucement, parce que là, pour l'instant, on augmente les échanges dans les monnaies locales, ce qui est une manière de conforter, la souveraineté, la force économique de tous ces États entrants. Donc, on poursuit toute l'intégration de l'Eurasie, parce que pendant ce temps, l'Organisation de coopération de Shanghai se renforce, l'Union économique eurasiatique se renforce, l'Union économique eurasiatique qui est juste le pendant de l'UE et que personne ne veut juste envisager, ou même, on veut même pas s'y intéresser dans l'UE. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben oui, mais c'est énorme ce truc, et c'est juste à nos portes. Voilà. Alors, après, évidemment, entre les membres fondateurs des BRICS et même entre les membres qu'ils agrègent progressivement, qui chacun aura sa clientèle, parce que ça va être une onde de choc, à mon avis, il y a plein d'intérêts croisés, divergents, convergents selon les secteurs, et chacun essaie de jouer un peu la puissance pivot. C'est-à-dire que la Russie cherche à jouer entre la Chine et l'Inde. La Chine cherche un rôle, j'allais dire, de grand timonier au sens, de grand timonier. C'est ça. Chacun va essayer, parce que ça aussi, c'est une nouvelle caractéristique, enfin une caractéristique du Nouveau Monde. C'est cette espèce de polyalignement sur fond de non-alignement revendiqué. C'est-à-dire qu'on est ensemble pour des choses bien identifiées, fructueuses, intéressantes, protectrices,
et c'est là que les États-Unis perdent clairement, parce que eux, c'est toute la question de la monnaie, c'est que le dollar n'est plus une monnaie vue comme une protection, c'est une monnaie qui est un instrument de chantage, qui est un instrument de domination complètement insupportable pour un certain nombre de pays. Et la Russie a fait la preuve qu'on pouvait changer, qu'on pouvait faire autre chose. Elle a commencé à faire la preuve en Syrie, elle l'a refait là maintenant sur l'Ukraine. Il y a donc un monde alternatif pour tout un tas d'États qui vont, je le dis souvent, faire leur marché. Un peu à l'ouest, beaucoup à l'est, avec les uns, avec les autres. Et puis, il y a tout un tas de puissances pivots régionales qui seront... enfin, bon, on pense évidemment à la Turquie, mais il y en a d'autres, qui vont trouver leur intérêt et leur facteur de développement dans, en fait, leur capacité à valoriser leur capacité de nuisance. C'est-à-dire, ils sont utiles et nécessaires aux uns comme aux autres. La Turquie, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Tout le monde a besoin d'elle contre les autres. Les Russes contre les Américains parce qu'elle est dans l'OTAN. Les Américains contre les Russes parce qu'elle est dans l'OTAN. Bon, voilà, il y a beaucoup de pays qui jouent comme ça. Donc il va y avoir, c'est pas le polyamour, c'est le polyalignement maintenant. Voilà. Et tout ça au nom d'une souveraineté revendiquée, assumée. Et on se rend compte sur cette nouvelle planète qu'il y a une zone, une région du monde où la souveraineté est vue comme un gros mot, un handicap, quelque chose, bah c'est l'Europe, à part quelques États qui essaient de se battre encore un petit peu. Pour le reste, on l'a projeté au niveau de la superstructure, de la technostructure européenne. On essaie de nous faire croire qu'il y a une souveraineté européenne, ce qui permet de détruire aimablement et de dévaloriser les souverainetés nationales. Alors, quelqu'un dans la salle m'a envoyé un petit message pendant que vous vous exprimiez. C'est de Richard Nixon. Non. Richard Nixon en 92 qui déclarait « Les leçons des droits de l'homme à la Chine sont aujourd'hui déplacées. » Alors, c'est droits de l'homme, voilà, c'est ça. Les leçons des droits de l'homme à la Chine sont aujourd'hui déplacées. Dans 10 ans, elles sembleront dérisoires. Dans 20 ans, elles sembleront complètement ridicules. Donc Nixon en 92. Alors, vous avez lâché le micro. C'était pas une bonne idée. Vous concentriez la moitié des missiles depuis tout à l'heure. Mais vous vouliez réagir. Juste un petit mot sur les BRICS, avec mon tropisme moyen-oriental. Les 6 pays qui ont été invités aux BRICS à la dernière réunion, c'est l'Argentine, l'Éthiopie et 4 pays du Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et l'Iran. L'Iran, qui malgré ses difficultés financières énormes et stratégiques aujourd'hui, est quand même le pays phare du chiisme au Moyen-Orient. L'Égypte, qui elle aussi, malgré ses difficultés économiques profondes, est quand même le pays le plus peuplé du monde arabe, plus de 100 millions d'habitants, le pays militairement le plus puissant d'Afrique et du monde arabe. Et l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, je vous rappelle quand même que ce sont des pays très très riches, avec des fonds souverains énormes, et qui pour l'Arabie Saoudite, a prouvé ces derniers mois, qui a prouvé par un symbole assez fort, le basculement géopolitique du centre de gravité de la géopolitique mondiale, c'est-à-dire en refusant les pressions américaines pour augmenter la production et faire baisser les prix du pétrole pour nuire à la Russie, pardon. L'Arabie Saoudite a accepté 3 jours à augmenter sa production de 200 000 barils, ce qui était dérisoire, et une semaine après, patatras, réduction dans la production en accord avec la Russie. Depuis 2017, il y a un accord entre l'OPEP plus Russie qu'on avait oublié, qu'on a mal évalué à sa juste valeur à l'époque, et aujourd'hui on en voit les effets. Et surtout aussi l'Arabie Saoudite qui a accepté que la Chine, alors c'est pas encore fait, ils étudient la question, c'est des questions techniques, accepter que la Chine paie le pétrole qu'elle achète à l'Arabie Saoudite en yuan et plus en dollars. Voilà. Donc les BRICS, c'est surtout ça, c'est essayer de trouver une solution pour tous ces pays pour trouver une alternative au dollar.
Et ça, c'est encore une fois, c'est un symbole de ce basculement géopolitique que l'on voit aujourd'hui. Et que nous sommes, c'est historique. C'est ce que je dis à mes étudiants. Nous sommes, alors on ne sait pas ce que ça donnera, hein, l'histoire n'est jamais écrite, mais en tout cas, nous sommes témoins de ce basculement historique, comme ça se passe tous les siècles à peu près. Hein. La fin de l'Empire français, la fin du siècle français, la fin du siècle espagnol, la fin du siècle britannique, et aujourd'hui peut-être la fin du siècle américain. Alors, Amiral, je vous laisserai réagir à tout ce qui a été dit, mais je rajouterai une question sur l'événement géopolitique majeur qu'elle a depuis 2 ans, 19 mois maintenant, la guerre en Ukraine. On a eu une sorte de renforcement de l'OTAN avec l'intégration de la Suède et de la Finlande. Une unanimité occidentale pour le soutien de la souveraineté de l'Ukraine. Mais ces derniers temps, enfin, depuis un certain temps pour Henri Guénaud, et puis Emmanuel Todd, et puis après Védrine, puis après M. de Villepin, pour la France, aux États-Unis, la voix de Jeffrey Sachs, qui est quand même tout à fait importante, aux États-Unis et dans le monde, toute une partie de conservateurs, on va dire, américains, ou de géopoliticiens réalistes, même démocrates, je pense à Mearsheimer, John Mearsheimer, ou même Kissinger. Et récemment en France, notre ancien président Nicolas. J'ai envie qu'il parte, donc mon ancien, voilà. Lapsus révélateur, pardonnez-moi. Notre ancien président Nicolas Sarkozy, qui avait contribué au règlement du conflit assez similaire en Géorgie, qui a fait des sorties qui ont ébahi complètement les médias mainstream. Quel avenir a ce conflit et surtout quelle attitude de la France par rapport à ce conflit, vu toutes ces figures qui ne sont pas des oiseaux sur Internet, mais parmi nos plus grands géopoliticiens et ministres des Affaires étrangères qui se demandent s'il ne faudrait pas faire autre chose. Bon, ça fait beaucoup de questions, bien sûr. Alors là, maintenant, je suis obligé de sortir ma botte secrète qui s'appelle la lettre d'analyse ou de synthèse stratégique La Vigie, que j'anime depuis une dizaine d'années. Et donc, c'est le moment de vous dire que à toutes ces questions-là, nous faisons face depuis longtemps, comme Caroline le fait avec son équipe aussi. Nous produisons là-dessus beaucoup. Donc, je passe juste, retenez ce nom, La Vigie, et allez chercher, fouiller l'Internet, vous verrez qu'on écrit là-dessus depuis longtemps. On a répondu assez profondément à toutes ces questions depuis longtemps. Je voudrais simplement reprendre quelques-uns des points et leur donner un éclairage précis. Oui, ça fait 30 ans que nous sommes rentrés dans une sorte de terrain vague stratégique extrêmement complexe, dans lequel une grande partie de nos certitudes s'est effondrée progressivement et dans lequel les acteurs sur lesquels nous pouvions compter, car nous pouvions lire dans leur paysage stratégique facilement, une partie de ces acteurs a changé de modèle et travaille différemment. C'est ce que j'ai théorisé, alors pardonnez-moi là, je me cite, sous la forme de multisme, qui est donc le concept englobant de cette réalité. Nous avions pensé pendant très longtemps qu'il y avait dans la marche du monde un pays, les États-Unis, qui marchait devant et que tout le monde suivait derrière plus ou moins rapidement avec des outils politiques, économiques, sociaux qui fonctionnaient bien. Et donc chacun devait, au fond, prendre le modèle américain et le suivre avec sa spécificité. Bon, cette idée-là était fausse, c'est une idée fausse qui est en train aujourd'hui de disparaître avec ce Sud global, avec cette marche des BRICS, avec toute cette réalité que nous observons. C'est ce que j'appelle le multisme, pardonnez-moi ma volonté théorique, mais je crois qu'il faut observer cette réalité, terrain vague, multisme, 2 mots sur lesquels vous pourrez vous informer. Et je crois que dans la question qui nous est posée aujourd'hui de savoir comment marche le monde et où il va, et quelle place la France peut-y tenir, alors qu'elle a perdu une partie de ses illusions et qu'elle est déclassée stratégiquement, comme l'ont dit les uns et les autres autour de moi, je crois qu'il faut que nous fassions un énorme effort de
reconsidération de ce qu'est notre équation stratégique, notre ADN. Notre ADN n'est pas naturel. Nous vivons avec des biais très considérables depuis très longtemps, le biais de la puissance, qui est un biais que le général de Gaulle avait géré à sa façon, mais dans un cadre très différent et que nous devons réinventer aujourd'hui. C'est un travail profond, c'est un travail sur lequel on pourra revenir à la fin de cette table ronde, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la nécessité de l'analyse stratégique et la nécessité d'avoir une claire vision de ce qu'est l'équation stratégique de la France, ce que nous ne savons plus. Nous ne portons plus un modèle de France qui est suffisamment précis. Il est encombré de biais extrêmement nombreux dans lesquels nous nous sommes enfermés et qui ont produit tous ces effets délétères dont on a parlé depuis ce matin. Je crois que cette réalité, nous devons bien la regarder. Alors, multisme, le terrain vague stratégique, je ne vais pas aller plus loin, mais il y aurait tellement de choses à dire et c'est déjà été très bien dit par d'autres. Je voudrais peut-être aller un petit point sur la question qui est évoquée par mon voisin de gauche sur l'Indo-Pacifique, avec ce warning que je mets dans vos esprits. Bien sûr, la zone économique exclusive française est considérable, mais elle est en train d'être bradée. Vous avez conscience de ça. Vous avez conscience que nous avons aujourd'hui l'idée que nos territoires d'outre-mer sont des territoires qui doivent accéder à une forme d'autonomie. Et cette autonomie, elle a une dimension principale qui est économique. Et donc des partenariats qui peuvent être noués. Donc cette belle réserve dont vous avez parlé, elle va nous échapper. Si nous n'y prenons pas, si nous y prenons garde, et nous n'y prenons pas assez garde. Et aujourd'hui, si vous regardez bien, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, l'avenir de la Polynésie, qui sont les fournisseurs du statut maritime français. Je suis membre de l'Académie de Marine et nous travaillons beaucoup sur ces choses-là. Et nous sommes inquiets aussi de la façon dont on regarde la souveraineté des territoires d'outre-mer qui sont actuellement sous pavillon français. Voilà, warning, vous êtes au courant de tout ça, surveillons de près. Car sinon, nos atouts comparatifs vont disparaître et vont fondre très rapidement. Sur l'Indo-Pacifique, je voudrais dire aussi une chose peut-être qui sera peut-être pas exactement en phase avec ce que vous avez dit, mais peu importe, je pense que nous sommes ici pour le débat. Je pense que nous regardons l'Indo-Pacifique avec un regard occidental. La rémanence de la vision occidentale du monde est très forte dans nos esprits, même parmi les plus éclairés d'entre nous. Et nous avons une incapacité à comprendre la façon dont les Asiatiques regardent le monde. Et cette réalité-là, elle a un nom, c'est la Chine. Nous ne comprenons pas la Chine, nous regardons la Chine avec un regard d'occidentaux, le regard de la compétition, de la confrontation et de la supériorité. La Chine regarde le monde de façon très différente, nous le savons, mais nous ne l'étudions pas assez et nous ne sommes pas capables de regarder ce qui se passe. La Chine, c'est autre chose, c'est la seule alternative, Caroline l'a dit ce matin, enfin tu l'as dit un peu différemment, mais c'est bien cela, c'est la seule alternative au modèle occidental. Et donc, il faut regarder la Chine avec un regard chinois, il faut regarder le Sud global avec un regard différent, avec un regard asiatique. Il faut donc être capable de se désoccidentaliser stratégiquement pour mieux comprendre quels sont ceux des partenaires avec lesquels nous pouvons nouer des alliances. Et je crois que l'Inde, et ça a été bien dit à ma gauche, l'Inde est un pays qui pratique une sorte de multi-alignement intelligent et qui correspond peut-être à l'idée que se faisait le général de Gaulle du non-alignement, qui est une capacité à traiter avec tout le monde, une capacité à être soi-même avec tout le monde et à nouer des partenariats gagnant-gagnant, comme on dit maintenant, dans des tas de secteurs. Et je crois que l'Inde nous donne une belle leçon et qu'elle est peut-être le pays le plus gaulliste, et ça, je partage tout à fait cet avis-là. Et donc, mais je m'inquiète beaucoup de la façon dont nous pensons à la Chine. Nous parlons beaucoup de l'Australie et de Taïwan, deux petits pays de 25 millions d'habitants qui n'ont aucune importance sur la scène mondiale, contrairement à ce qu'on nous raconte, et qui sont des pays qui sont, j'allais dire, dans des orbites dont ils ne peuvent pas se défaire ni les uns ni les autres. Par contre, les grandes masses, l'Inde, la Chine, oui, elles ont des personnalités stratégiques extrêmement fortes que nous devons mieux comprendre que nous le faisons. Et c'est en particulier le cas de la Chine. Vous vous souvenez du mot Deng Xiaoping, prendre le meilleur de l'Occident pour garder le meilleur de la Chine. On voit bien ce que ça veut dire, prendre le meilleur de l'Occident. On ne sait pas ce que ça veut dire garder le meilleur de la Chine. À nous d'étudier plus profondément ce qu'est la Chine pour mieux savoir comment composer avec ce pays qui est en train d'envahir une grande partie des relations internationales avec un modèle différent. Ce modèle dont Caroline nous a parlé il y a un instant, avec les différentes structures dans lesquelles il se débat. Et donc là, nous avons un effort d'intelligence. Et je reviens sur cette obligation d'analyse. Nous avons perdu l'analyse stratégique en France depuis longtemps parce que nous sommes encombrés par le biais de l'analyse européenne qui a été le principal choix qui a été fait après la Deuxième Guerre mondiale
par la France de trouver une polarité de la France à travers une polarité européenne. C'était peut-être une bonne idée, mais en tout cas maintenant c'est un échec, ça ne marche pas. Il faut donc que nous continuions à exister par nous-mêmes dans une sorte d'isolement stratégique, mais qui nous permet peut-être de mieux regarder ce que sont les autres. Ce qui ne veut pas dire que nous avons renoncé à la souveraineté, nous avons une souveraineté, nous avons la souveraineté de la décision de choisir notre positionnement. Et ce positionnement, il doit se fonder sur une analyse stratégique solide et sérieuse que nous n'avons plus. J'ai fréquenté au Quai d'Orsay une dizaine d'années de centre d'analyse et de prévision. J'ai fréquenté l'analyse stratégique au sein du ministère de la Défense dans différentes structures. Nous avons perdu le fil de l'analyse stratégique. Il faut le retrouver rapidement si l'on veut pouvoir compter et rétablir une politique et une stratégie souveraine en France. C'est un travail de longue haleine. Nous n'avons aucun organisme qui travaille là-dessus dans l'administration française. C'est une curiosité. C'est une curiosité. Nous avons des tas d'analystes qui font du commentaire ou de l'intuition ou du sentiment, mais nous n'avons pas de l'analyse stratégique solide, c'est-à-dire fondée sur des facteurs que l'on range dans un ordre donné, si vous le voulez. Je pourrais terminer par là mes interventions prochaines. Je vais répondre maintenant à la question que m'a posée Georges à l'instant sur la question de l'OTAN, de l'Ukraine et je dirais, du mouvement occidental qui se fait autour de la défense de l'Ukraine. Sans aller dans le détail, mais là vous pourriez aussi, si vous le souhaitez, vous allez sur le site de la Vigie, je suis désolé, je fais de la publicité, mais il y a un document qui est sorti il y a une semaine sur ce sujet, qui est un point de situation que j'ai appelé un point de situation au 11 septembre 2023 sur la situation. Vous auriez là, je dirais, une vision en 2 pages, parce que j'essaye toujours de faire court, en 2 pages de ce que je pense sur le sujet. Mais en un mot, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un piège qui a été tendu à la Russie, en Ukraine, et qui est un piège qui est à la fois conjoncturel et un piège structurant. Ce piège conjoncturel, c'est tout simplement l'arrivée du président Joe Biden après Donald Trump, qui a fait comme il a pu, on retrouve dans l'héritage de Donald Trump, et qui a, je dirais, tout de suite rencontré, rappelez-vous, le président Poutine à Genève. Et là, ils ne se sont pas mis d'accord pour des raisons assez évidentes et qu'on pourrait détailler, mais qui sont des raisons conjoncturelles. Structurellement, la rivalité qui s'est installée entre les États-Unis et la Chine est passée avec le président Biden par la Russie, dont il fallait diminuer l'importance et casser l'influence, notamment sur l'Allemagne. Vous avez là un triangle donc, qui est tout à fait clair entre Moscou, Pékin et Washington. Et dans ce triangle-là, c'est noué un piège dans lequel la Russie a accepté de tomber. C'est ça la singularité de la situation. Nous connaissons bien les Russes. J'enseignais pas mal au MGIMO à Moscou. Je sais comment travaillent les Russes intelligemment et structurellement, et je n'ai pas compris qu'ils tombent dans ce piège, mais il y avait là des facteurs personnels du président Poutine et des facteurs spécifiques de la politique intérieure russe. Et donc ce piège nous a entraînés jusqu'à cette situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où l'OTAN a retrouvé de l'activité cérébrale, pour reprendre la formule, et l'OTAN s'est réinstallée au cœur de notre dispositif de défense en Europe, et a emporté la défense européenne de façon définitive. L'Europe ne pourra plus reconstruire sa défense de façon autonome avant 20 ou 30 ans, car elle est actuellement entièrement enrôlée, alignée, et le vecteur de cet enrôlement-alignement, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a renoncé à sa spécificité politique et stratégique. L'Allemagne n'est plus le cœur de l'Europe, elle est l'agent d'une vision américaine de l'Europe. Et ça, c'est un petit peu gênant pour nous tous, parce que nous avions fondé une partie de notre équilibre stratégique sur une amitié franco-allemande, sur laquelle nous pouvions fonder un espace européen structuré. Pardon ? À l'heure ? Oui, l'amitié franco-allemande, non, elle avait sa réalité. Le général de Gaulle, qui l'avait imaginé, avait à cette époque-là, dans un autre contexte. Oui, et tout ça, c'est fini, ça ne marche plus. Donc, le piège européen s'est refermé, le piège ukrainien s'est refermé sur l'Europe, il s'est refermé sur le continent, et nous sommes aujourd'hui dans une situation difficile parce que la France, il n'y a plus d'identité dans ce système. La France a été réalignée, a été banalisée dans le monde euro-atlantique comme étant l'un des vecteurs. Elle a oublié sa personnalité nucléaire, elle a oublié l'ensemble de sa stratégie telle qu'elle l'a pratiquée pendant des dizaines d'années. Et elle est, je dirais, un petit peu isolée par son manque de pertinence dans ses différentes
comportement, et ça vaut en Afrique, ça vaut en Asie, ça vaut un petit peu partout. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il y a à redéfinir la centralité de la France dans l'Europe et la centralité de l'Europe dans le monde. C'est un effort considérable qui demande une analyse très sérieuse et des partenaires solides. Et ces partenaires, nous pouvons les trouver, et là je terminerai là-dessus, nous ne pouvons les trouver qu'en essayant de refabriquer au sein d'une Europe divisée en 4 parties, le nord contre le sud, l'est contre l'ouest, une sorte de pôle européen qui fasse face à la Méditerranée. Je n'ai pas encore employé le mot Méditerranée, mais l'Europe est une chose, la Méditerranée en est une autre, le monde en est un troisième, ce sont les 3 axes de la stratégie de la France. On ne peut rien construire qui ne tienne pas compte de ces 3 axes. Comment gérer notre tension avec l'Est de l'Europe, comment gérer notre relation avec le Sud de l'Europe, c'est-à-dire l'Afrique du Nord et l'Afrique en général, et comment gérer notre présence au monde avec nos outre-mer. Ce sont là les 3 axes principaux de la reconfiguration d'une pensée stratégique française qui doit se faire, et nous devons y participer, et tous les patriotes qui sont dans cette salle, parce que je sens qu'il y a beaucoup de patriotes dans cette salle, doivent comprendre ce que je dis. Et donc je crois que nous avons là un effort à faire, et cet effort est un effort de sérieux. Nous n'avons pas l'outil en France pour faire cela. Il faut créer cet outil, il faut créer cette dynamique, il faut cesser de se leurrer avec tous les biais qui ont encombré notre pensée stratégique depuis une dizaine d'années. Merci Amiral, parce qu'effectivement là vous avez, on ne peut que souscrire à vos analyses. Effectivement, la boussole de la grandeur qui avait été conçue par le général de Gaulle pour le développement et la poursuite d'une puissance française avait été conçue pour un monde bipolaire. Et effectivement, à la chute de l'URSS, malheureusement, la France n'a pas du tout révisé son principe et son concept de puissance, et on est resté sur des vieilles méthodes d'exercice de la puissance. Et ça s'est traduit, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez les chiffres, ils sont intéressants. L'armée française a mené 73 opérations extérieures, 73 OPEX entre 1960 et 1990, puisqu'on était dans la logique bipolaire. Entre 1990 et 2022, on en a mené 190. Donc on est resté dans cette logique-là. 190 opérations, c'est absolument... Il n'y a que les États-Unis qui en ont fait plus. Donc on a une armée qui est très affûtée, mais pour des résultats finalement très mauvais, puisque dans le Sahel, ça n'a pas été une réussite, en Syrie non plus. Enfin, donc ça a participé, ce vieil exercice de la puissance comme ça, qui perd complètement de vue le soft power, qui perd complètement de vue le développement économique, l'indépendance énergétique, toutes ces choses-là, au profit simplement d'une vieille analyse type guerre froide, est en train de nous mener effectivement assez largement dans le mur. Et puisque vous faisiez à juste titre la publicité de la Vigie, je vais en profiter pour faire la publicité de l'appel au peuple. Allez voir sur le site de l'appel au peuple l'analyse de France sur Mer, c'est-à-dire comment garantir que ce levier de puissance potentielle française grâce à son espace maritime devienne une priorité politique. Ça, c'est une chose évidemment très... Enfin, si on perd ça, je ne vois pas très bien comment on va faire. Pour en revenir très rapidement aux BRICS, alors les BRICS, ce qui est absolument ahurissant sur les BRICS, c'est vous comprendre le relais de croissance économique que ça représente. C'est-à-dire que les BRICS, ça réunit tous les pays qui ont des croissances supérieures à 3%. L'Inde aujourd'hui a une croissance à 6%. Elle avait une croissance à 9% l'année dernière. Donc ce sont des pays qui ont des croissances économiques absolument gigantesques et qui représentent des potentiels énergétiques colossaux. Parce qu'avec l'arrivée de l'Arabie Saoudite, donc là on a Nicolas Mayet qui est dans la salle, ce serait intéressant qu'il ait une petite analyse de les BRICS et l'énergie, puisque là maintenant on a un pôle de BRICS qui représente des ressources énergétiques fossiles ou non qui vont être absolument gigantesques. Donc là ils vont avoir un grand levier de puissance par rapport à nous. Néanmoins, dans les leviers de puissance, il y en a un qui est en train de se développer, dont vous avez tous entendu parler, qui va avoir un impact à peu près aussi important que l'armement nucléaire sur la différence entre les grandes puissances et ceux qui suivent. C'est une technologie qui s'appelle l'intelligence artificielle. Ça va tout changer. Et quand M. Lombardi dit que c'est peut-être la fin du siècle américain, je ne souscris pas à cette analyse parce qu'ils ont le quasi-monopole de l'intelligence artificielle aujourd'hui.
La Chine le développe, la Russie le développe, mais à bien moindre niveau. L'Europe, c'est complètement nul là-dessus. L'Inde en développe un petit peu. Et il faut bien comprendre que l'arrivée de l'intelligence artificielle, on n'en est qu'au tout début. Là, ça fait 6 mois qu'on joue avec ChatGPT et ça fait déjà, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire une lettre de motivation avec ChatGPT, elle en fait une qui sera 10 fois mieux que ce que vous ferez jamais de toute votre vie. C'est complètement délirant. Ça marche très, 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 très bien. L'intelligence artificielle productrice, ce qu'on appelle la cognitive AI, c'est absolument terrifiant. Hein. C'est quelque chose de très 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 puissant. On n'en est qu'au tout début. Et là, il va y avoir un décrochage majeur, et je pense que les États-Unis seront devant. Il va y avoir un décrochage majeur entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Et les grands perdants de cette histoire, les immenses perdants de cette histoire, évidemment, ce sera l'Afrique. Donc aujourd'hui, la France, si elle perd son domaine maritime, si elle pourrait peut-être s'enorgueillir d'avoir une voix un peu différente dans le concert des nations en utilisant le dernier levier de puissance qui est le sien, c'est-à-dire son siège au Conseil de sécurité. Je sais qu'il y a des velléités de le partager avec l'Allemagne, ce qui est évidemment une folie furieuse. En revanche, idée, ça, pourquoi pas proposer un siège de sécurité, une voix au Conseil de sécurité à travers la voix française à l'Afrique, parce qu'elle va totalement disparaître avec l'intelligence artificielle. Donc, donc ça forcerait l'Afrique à développer une Union africaine qui soit solide et vitale, parce qu'il y a 55 pays en Afrique. Donc il faut qu'elle ait une représentation pour pouvoir discuter avec la France, avec son siège au Conseil de sécurité. Et voilà. Et au moins, ça permettrait peut-être aussi à la France d'avoir à nouveau une voix qui soit entendue en Afrique, autre qu'une voix de condescendance. Dire, asseyez-vous à nos côtés au Conseil de sécurité, certainement pas l'Allemagne. Voilà. Donc voilà, c'est une idée idiote que je lance comme ça, mais c'est évidemment irréaliste, mais c'est à voir. Votre avis, Monsieur Lombardi, sur ce qui a été dit et sur l'OTAN, est-ce que les États-Unis sont toujours nos alliés ou sommes-nous leurs vassaux? Alors, juste, je répondrai au prince Murat. J'ai bien dit, rappelez-vous, peut-être à la fin du siècle américain. J'ai pas dit que c'était la fin. Rien n'est écrit en histoire. Après, c'est vrai que les États-Unis sont toujours la grande puissance militaire, la grande puissance financière, etc. Dans le high-tech, ok. Mais là, c'est l'historien qui parle. Regardez, les empires, souvent, ils perdent soit dans des grandes batailles, mais souvent parce qu'ils pourrissent dans eux-mêmes. Voilà, à l'intérieur, de l'intérieur. Voilà. Et c'est peut-être, et c'est souvent, comme le disait Mao, le poisson pourrit souvent par la tête. Et lorsque l'on voit les dirigeants aujourd'hui des États-Unis avec l'administration démocrate, et justement, et là je rebondis sur la question de Georges, sur l'OTAN, on voit qu'ils sont complètement inconséquents. Voilà. Et c'est aussi ce que rappelait encore une fois aussi Georges, certains grands stratèges américains qui aujourd'hui, dans la presse américaine, qui est beaucoup plus libre que la nôtre, hein, ça il faut lever le chapeau. Les bonnes infos sur l'Ukraine, on les trouve dans la presse anglo-saxonne et américaine. C'est quand même fort de café. Kissinger le disait, hein, la stratégie pour la puissance américaine, c'est toujours de diviser Moscou et Pékin. Et là, avec ce qu'ont fait l'administration Biden, c'est une victoire à court terme. Ils soumettent de plus en plus la France. Ils vendent leurs armes, parce que nos amis européens n'achètent pas français, ils achètent américains, massivement. Ils vendent leur gaz, 3 fois, 4 fois plus cher que le gaz russe. Ok, ça c'est à court terme, mais à long terme. Le jour où ils devront affronter la Chine, économiquement ou militairement, hein, il aurait été bon d'avoir les Russes de leur côté. Il suffit de regarder la carte. Voilà. Donc on verra ce que ça donnera. Et je finis sur ça. J'ai répondu un peu sur l'OTAN, mais rapidement, mais comme ça je finis. La géopolitique, ça sert, quelqu'un, comme disait l'autre, ça sert à faire la guerre, mais ça sert aussi à faire la paix. Donc ça, c'est petite pour nos penseurs stratégiques européens. L'Europe et la France, nos principaux défis, ils se trouvent, on l'a dit longuement tout à l'heure, dans la zone Indo-Pacifique. Il faudra un jour protéger notre vaste zone maritime. Que fera la Chine dans 5 ou 10 ans lorsqu'elle pourra faire la guerre et qu'elle pourra agresser ou prendre par la force certaines de nos îles? Où aujourd'hui ils envoient des agents, hein, ils achètent des sociétés, etc. Comme l'ont dit mes camarades. Aujourd'hui, la Chine ne peut pas faire la guerre. L'amiral ne me contredira pas. Tout le monde elle n'a pas de réserve stratégique, voilà, pour l'instant. On ne peut pas faire la guerre. Il y a quelques années, alors aujourd'hui on n'a plus les chiffres, c'est normal, hein, la Chine n'avait que 7 jours de réserve stratégique.
il y a 3 ans à peine. Aujourd'hui, on dit qu'elle a pour 1 mois de réserve stratégique. La réserve stratégique, c'est la réserve de carburant en temps de crise majeure. Voilà, donc à partir de là. Mais aujourd'hui, elle achète massivement au Moyen-Orient. C'est pour ça qu'elle a fait la paix entre l'Arabie Saoudite. Enfin, elle a fait une paix, entre guillemets, entre réconcilier l'Inde et l'Arabie Saoudite. Mais le jour où elle aura cette réserve stratégique, quelles seront ses ambitions justement dans notre vaste zone où les richesses sont inestimables? Voilà. Peut-être qu'il nous faudra pas 2, mais peut-être 3 porte-avions pour assurer cette défense. Donc le défi, ils sont là-bas. Et ils sont aussi, surtout, et là je reviens à mon tropisme moyen-oriental, au sud. Notre principale frontière, pour la France et les Européens, s'ils le comprennent un jour, c'est la Méditerranée, le Moyen-Orient et derrière l'Afrique. Les défis pour nous, les défis géopolitiques, ce n'est pas la Russie. La Russie n'est pas un danger. Tous les géopoliticiens ou les stratèges sérieux vous le diront. Ce n'est pas un danger. Les dangers, ils sont au sud. C'est l'islamisme, c'est la crise migratoire, parce que nous sommes qu'au début. Et le seul risque de conflit de haute intensité en Europe, entre Européens et un adversaire, ce n'est pas contre la Russie. Et là, tous les stratèges le disent, je crois que vous l'aviez dit une fois aussi, amiral, c'est la Turquie. Il est là le risque de conflit de haute intensité. La Turquie d'Erdogan. On ne sait pas ce qui peut se passer un jour à Chypre. Et la Chypre ne fait pas partie de l'OTAN. Comment vont réagir les Européens? Voilà. Donc voilà les grands défis de l'Europe. Mais en fait, on va pousser rapidement pour finir la réflexion politico-philosophique. C'est pas ça nos grands dangers. Nos grands dangers, c'est nos leaders actuels. Voilà. Donc, et ça, c'est votre travail de les faire dégager. Merci. L'amiral Dufour voulait faire un tout petit commentaire sur la guerre. Après, je laisserai la parole à Caroline et après, le public pourra poser quelques questions. Mais questions. Oui, c'est juste un tout petit point bref sur la guerre, justement. Nous n'avons pas forcément bien compris que depuis la fin de la guerre froide et depuis la fin de cet affrontement spécifique qu'a été la guerre froide, il y a eu une sorte de démilitarisation de la guerre. Et donc la guerre n'est plus l'outil par lequel la compétition à mort se fait. Et donc la compétition à mort se fait dans d'autres domaines. Et ça, nous n'avons pas complètement mesuré cet espace. Il y a une militarisation stratégique des conflits ailleurs. Notamment, on l'a vu, la question de la monnaie, la question de l'énergie, la possession des moyens financiers et des moyens de la production d'énergie est plus essentielle que la possession des territoires. La guerre, c'est la possession des territoires. C'est mettre un drapeau sur un territoire. Mettre un drapeau monétaire sur des échanges économiques, on l'a vu, les BRICS, Caroline nous l'a bien expliqué, c'est bien plus important. Mais il y a aussi d'autres phénomènes. Il y a le phénomène aujourd'hui très important de la haute technologie dont a parlé mon voisin de gauche. Et la haute technologie, l'intelligence artificielle, c'est là qu'il y a les conflits de haute intensité aujourd'hui. Les conflits de haute intensité utilisent la philosophie militaire, n'utilise pas les moyens militaires. Et penser que demain, nous serons obligés d'affronter, et c'est tout le débat qui a actuellement l'état-major des armées, auquel je participe d'ailleurs très activement, c'est un débat sur faut-il avoir des moyens de haute intensité? Ben, moi je réponds non. Il est évident que nous n'avons pas besoin de moyens de haute intensité car nous n'aurons jamais, nous, à combattre militairement contre nos voisins. Et la haute intensité, ça sert à ça. Les projections, c'est autre chose. Et donc, faisons bien attention à cette réalité. La haute intensité, aujourd'hui, c'est la monnaie, c'est la technologie, c'est la religion. C'est là qu'il y a des combats de haute intensité. Et donc, il faut avoir peut-être la méthodologie militaire, mais les outils ne seront pas des outils militaires. C'est des outils intellectuels, c'est les outils de la volonté, c'est les outils de la politique, c'est les outils du social. Et nous n'avons pas encore parlé, Georges, des questions intérieures, car il n'y a pas d'État qui est respecté dans le monde s'il n'a pas lui-même maîtrisé sa sécurité intérieure. Notre autorité, notre légitimité politique, votre légitimité politique, puisque vous êtes des partis, se fait, et votre respectabilité morale se fait sur votre capacité à gérer l'espace naturel qui est le vôtre, c'est-à-dire la population dont vous avez la charge. Je me tais là-dessus. Alors, il y a un débat hier sur le retour à l'ordre républicain. Justement, on ne peut pas tout faire dans chaque débat. Pour aller dans votre sens, amiral, et comprendre la Chine, j'invite tous ceux qui n'auraient pas lu ce livre de lire La guerre hors limite, qui est un livre de stratégie fondamentale et qui aborde les questions de manière chinoise, mais que vous avez abordé là à l'instant. Caroline.
Oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit l'amiral parce que je suis entièrement d'accord. Je pense finalement que tout est une question de volonté. Voilà. Et hier, dans la séance plénière, je pense que Florence Kuhns a dit quelque chose de très important. Elle a dit que c'était une question de mental. Et pour moi, effectivement, nous sommes en mauvais état. Notre crédibilité intérieure est en miettes. Notre crédibilité extérieure en pâtit et vice-versa. C'est-à-dire, c'est un processus malheureusement itératif et destructif dans les deux sens, dans notre cas. Et pour rétablir tout ça, il faut changer en fait juste d'état d'esprit. Et il faut que nos élites politiques changent d'état d'esprit. Parce que hier, on avait une table ronde sur euh, Van der Leyen. Van der Leyen a-t-elle tué l'Europe? Mais Van der Leyen, elle ne fait rien si on ne la laisse pas faire. On la laisse faire. Elle prend des décisions si on ne le voulait pas, si les États ne le voulaient pas, si les partis ne le voulaient pas, si les politiques ne le voulaient pas. Ça ne se ferait pas, juste. Voilà. Donc, je pense que la défausse européenne, c'est aussi une question qu'on doit se poser. Et donc, on doit faire une révolution intellectuelle et d'état d'esprit et retrouver notre singularité, c'est-à-dire arrêter de renoncer à nous-mêmes. Tout simplement, arrêter de renoncer à ce qui nous reste d'atouts. Parce que, comme vous l'avez tous rappelé, nous avons encore de grands atouts. Simplement, on ne s'en sert pas parce qu'on part d'un postulat qui est que de toute manière, on est trop petit, que le bon format, c'est l'Europe. Hein, voilà. Et puis, c'est même éventuellement le lien avec l'Amérique, le lien littéralement fusionnel d'un enfant vers sa mère, d'un petit enfant vers sa mère, enfin avant l'adolescence en tout cas. Et ça ne va pas du tout. Ça nous a entraînés dans des désastres stratégiques, ce qui se passe en Ukraine. Mise à sac de la sécurité européenne, parce que c'est ça aussi ce conflit, et c'est ça dont on ne parle jamais. Il n'y a plus de sécurité européenne. Le lien entre l'Europe et la Russie a été brisé, au propre, au figuré, au symbolique, tout. Voilà. Donc il va falloir rebâtir tout cela. Il va falloir oser. Et que peut faire la France là-dedans? Pour moi, elle peut faire beaucoup. Un, parce que nous restons une puissance nucléaire. Deux, parce que nous restons un membre permanent du Conseil de sécurité. Nos atouts économiques, malheureusement, il va falloir s'y atteler sérieusement parce que ça part en morceaux aussi. Mais ce que nous avons avec ces atouts résiduels, c'est la capacité à avoir une voix singulière. Mais pour ça, il faut juste un truc, une matière première assez basique dans la vie des États, comme dans la vie tout court. Un peu de courage, faire un pas de côté. Dans le conflit aujourd'hui contre la Russie, nous pourrions tout à fait avoir une voix singulière, une voix autonome, une voix non alignée, ce qui est quand même notre vocation. Parce que dès que vous êtes aligné, vous êtes inutile. Vous êtes juste inutile, vous êtes un pion. Et donc, on vous active et on vous désactive. Voilà. Et quand vous faites quelque chose qui, par hasard, contreviendrait à l'ordre supérieur des choses, et aux ordres d'ailleurs, tout court, eh bien, on vous remet au prix et au pas très vite. Donc, il faut oser proposer, et en l'espèce, ce serait de l'ordre d'une médiation, d'une reprise de dialogue, des liens à retisser, parce que cette guerre, ça se passe quand même très très mal. Je ne sais pas si tout le monde s'en rend bien compte, mais elle est perdue. Elle est perdue militairement. Pour l'Europe, n'en parlons pas, mais même évidemment pour l'Ukraine, mais l'Ukraine n'est qu'un pion. L'Ukraine n'a été qu'une gâchette sur laquelle on a appuyé pour taper la Russie sur de faux postulats qui étaient qu'elle serait faible et qu'elle ne s'en sortirait pas. Eh ben voilà, on a exactement l'inverse. On a accéléré la bascule du monde et maintenant on est dans une situation très délicate et douloureuse et très dangereuse parce que comme on continue entre l'arrogance et l'ignorance, voilà, ça s'entretient. Donc, on continue à postuler que on va s'en sortir, que la Russie est un tigre de papier, que ça va finir par tomber, qu'il suffit de tenir le choc. Il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Non seulement on fait des centaines de milliers de morts en Ukraine pour rien, rien.
Voilà, ça va. Plus leur part de territoire va se réduire, c'est tout ce qui va se passer. Et à la fin, il y aura un accord qui se fera sur la réalité militaire, qui chaque jour qui passe est plus défavorable. Bon, donc on est dans une réalité militaire terrifiante. Mais comme on ne veut pas en tenir compte, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait revenir sur nos calculs et nos raisonnements et avouer qu'on s'est planté, tout simplement, et arrêter les frais, eh bien, on est dans une escalade extrêmement dangereuse. Parce que la Russie, à mon avis, ne pourra pas perdre, ne pourra pas se permettre de perdre. Le pouvoir russe ne pourra pas se le permettre. Voilà. Voilà, le pouvoir russe ne pourra pas se le permettre. Donc, oui, je m'arrête. Je m'arrête, oui, je ne sais pas, vous vous regardez l'un l'autre. Bon, bon, en tout cas, il faut... Mais pas du tout. Donc, il faut revenir, 1, assumer notre singularité, 2, jouer de nos atouts résiduels, 3, être en position de médiation permanente et d'intelligence de situation. Et pour ça, effectivement, il faudrait être capable, dans nos organismes dits d'analyse, d'en faire. Parce qu'on ne fait plus d'analyse, on fait de la morale, on fait de l'idéologie, on fait n'importe quoi. Voilà, donc on est à un niveau d'indigence intellectuelle sur l'analyse des questions géopolitiques qui est effarant, et qui est extrêmement dangereux. Et donc, on est en roue libre et surtout, on est sous contrôle, quoi. On peut être contrôlé très facilement. Donc, il faut sortir de cela. Donc, finalement, je reprendrai ce mot de Madame Counsière. C'est une question de mental, c'est une question de... Voilà, il faut que quelque chose se passe, parce qu'avant de mourir, on peut aussi... on est vraiment au fond de la piscine, quoi. Il ne suffit pas de dire on va encore attendre. Non, on y est. Voilà, donc il faut... Et on peut le faire. C'est une question de volonté politique et de courage. Et bien, sur cette note positive et d'espoir, parce qu'on me le dit dans l'oreillette et que nous sommes extrêmement contraints, nous allons devoir supprimer les... Oui, j'ai une oreillette, mais elle est très très bien cachée. Elle s'appelle Fauzi. Nous allons devoir supprimer les questions. Non, mais Désolée. on est très très contraints et on a encore plusieurs débats. Je crois qu'on a eu un aperçu tout à fait intéressant, original par rapport à ce qui est dit d'habitude. Ah, l'amiral veut tirer un coup de canon encore. Non, je voudrais dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je pense que nous avons le devoir de faire.